Deux places de meilleur des autres consécutives, un sourire et une ambition retrouvés, le recrutement d'un Daniel Ricciardo de gala. Ouais, je crois qu'on peut dire que McLaren était une des équipes les plus attendues en 2021. La donne était claire, il fallait refaire comme les deux saisons précédentes, on les attendait comme les meilleurs du midfield à nouveau. Il faudrait se méfier d'Alpine, d'Aston Martin ou de Ferrari, mais McLaren avait construit quelque chose de positif, était redevenue performante, et il ne fallait pas que le soufflet retombe. En résumé, c'était un petit peu l'année de confirmation de l'année de confirmation. Vu le positif ambiant, il ne devait regarder que vers le haut, notamment dans l'ambition de bien se placer pour 2022. Un environnement devenu ultra positif et l'arrivée de Ricciardo créait beaucoup d'espoir. Et puis en bonus, il devait aussi nous rassurer sur la santé financière de l'écurie, on va dire que ça va dans la case préparée 2022. Lando Norris, lui, avait un objectif à la fois super simple mais super complexe, continuer sa montée en puissance. Cette saison allait être sa troisième. La première avait été correcte, la deuxième avait été assez impressionnante et remplie d'espoir. 2021 devait donc aider à savoir si Norris était bon, très bon, très bon, ou encore dans la case au-dessus. Avant Bahreïn, on se demandait s'il était oui ou non un World Championship Material et s'il était vraiment la relève de McLaren à moyen long terme. Le jeune Britannique de 22 ans allait aussi devoir défier Ricciardo, un des meilleurs pilotes de la dernière décennie qui a une grosse cote et qui débarque dans son écurie. Voilà, c'était pas un défi super simple. Danny Ric justement avait pour objectif dans un premier temps de s'adapter à la voiture et de progresser, puis dans un second temps de reprendre la superbe saison qu'il avait fait en 2020 avec Renault. Après une année 2019 contrastée, il avait rassuré. Maintenant, il s'agissait de ne plus afficher le moindre doute, de confirmer qu'il a ce truc en plus, qu'il est de ceux qui font la différence. J'avoue que je l'attendais ni plus ni moins comme le meilleur du midfield si sa voiture le lui permettait. Enfin, dans un second temps, je voulais le voir emmener McLaren à l'échelon supérieur. Il devait apporter le truc en plus, faire passer l'écurie de Woking dans une autre dimension. D'entrée de jeu, McLaren ne déçoit pas, 6ème et 7ème en qualif, 4ème et 7ème en course en battant chacun une des Ferrari, Norris et Ricciardo montrent que la MCL 35M va bel et bien se battre pour la place de meilleur des autres, derrière Mercedes et Red Bull. Impressionnant, Lando confirme à Imola où il est à quelques millimètres de signer un temps canon en qualif, mais se reprend en course avec une remontée de la 9ème à la 4ème place, si impressionnante que même Ricciardo a dû s'effacer sur consigne d'équipe. Ensuite, il profitera du drapeau rouge et de l'assèchement de la piste pour passer la Ferrari de Leclerc et prendre son premier podium de la saison, une vraie sensation. Ricciardo termine lui 6ème, une semaine après sa 7ème place à Bahreïn, c'est pas tout mal, on l'attend encore à un niveau supérieur, mais pour des débuts, c'est propre. Lando poursuit son irrésistible lancée avec la 5ème place de meilleur des autres à Portimao, avant de caler à Barcelone, se prenant uniquement la 10ème place. Calage bien temporaire puisque le Britannique prend la 3ème place à Monaco dans sa magnifique livrée Golf, finit fort à Bakou pour arracher le 6ème spot et termine encore meilleur des autres en France, 5ème. Franchement, c'est assez énorme. McLaren compte 16 points d'avance sur Ferrari alors que Ricciardo a 42 points de retard sur son coéquipier, c'est dire le potentiel de la voiture. Ce potentiel, Norris va excellemment bien l'utiliser sur les deux rendez-vous autrichiens et va marquer les esprits. 3ème après le départ en Styrie, il se fera reprendre par Bottas et Perez, mais termine tout de même meilleur des autres. Et surtout la semaine d'après, il est incroyable, il est à un virage près de signer la pole face à Verstappen, 48 millième. Il tasse Perez au départ, prend 5 secondes de pénalité, mais reste longtemps 2ème. Hamilton aura besoin de 19 tours avec 2 zones DRS pour le doubler et fera ce commentaire rester célèbre. Tombé logiquement 4ème, Lando profitera des problèmes de Lewis pour aller finalement chercher son 3ème podium de la saison déjà. Incroyable, il est 4ème du général et prendra même la 3ème place la semaine suivante à Silverstone. Malgré ça, McLaren ne s'envole pas au classement, seulement 15 points d'avance sur Ferrari, car la Scuderia est très solide, on y viendra demain, mais aussi car Ricciardo est trop loin, même s'il arrive ponctuellement à suivre, 5ème à Silverstone, 6ème à Barcelone ou en France.
Vient ensuite un moment de flottement, quand Norris est percuté par Bottas après un splendide départ en Hongrie, et Ricciardo est attrapé par Stroll, puis quand ce même Lando se met une énorme boîte au sommet du raidillon, alors que pour la troisième fois de la saison, il avait potentiellement la pole entre les mains. Zandvoort amplifie le temps d'arrêt avec les 10e et 13e places en qualif, et il faut un Lando de gala pour sauver un petit point. Avec tout ça, Ferrari est revenu à égalité en Hongrie et est même désormais devant pour 11,5 points. Mais voilà qu'arrive Monza. Avec le supermoteur Mercedes, McLaren se qualifie 4e et 5e. Dans le sprint, Hamilton rate son départ et les deux s'infiltrent, Ricciardo devant Norris. Bottas sera ensuite relégué en fond de grille, les deux voitures oranges s'élancent 2e et 3e le dimanche, et en plus Verstappen rate à son tour son départ, Ricciardo mène la course. Le plus fou, c'est que les deux voitures arrivent largement à tenir le rythme des deux leaders. Mercedes et Red Bull sont obligés de tenter un coup tactique pour reprendre l'avantage. Elles se précipitent, ratent leurs arrêts, provoquent une rencontre en piste entre Ben et Nuts, qui s'accrochent, on le sait bien. Les McLaren sont seuls au monde. Derrière, Bottas, Perez et les Ferrari bataillent. Norris reçoit l'ordre de ne pas attaquer son coéquipier, c'est normal. Et finalement, ça tient jusqu'au bout comme ça. Ricciardo a mené la course de bout en bout, remporte le 8e succès de sa carrière, son premier en orange. C'est d'ailleurs la première victoire de McLaren depuis le Brésil 2012. C'est embelli par le fait que Norris est deuxième, premier et finalement seul doublé de la saison parmi toute l'écurie. 4e boîte pour Lando, 13,5 points d'avance sur Ferrari. C'est un véritable raz-de-marée et c'est assurément l'un des grands moments forts de cette saison 2021. Ricciardo a gagné avec une McLaren. Le show continue en Russie où un bon choix sur les pneus et un tour sensationnel font de Lando Norris le 102e poleman de l'histoire. Même si Sainz reprend la tête au début, la McLaren est bien supérieure, repasse et semble voler vers la victoire jusqu'à ce qu'Hamilton, un temps bloqué dans la course, remonte et le menace en fin de Grand Prix. Puis viendra la pluie, Lando refuse de rentrer, pensant que c'est la mauvaise décision. Finalement, il se trompe, il ne peut rien faire, il fait le tour de trop, perd tout, y compris sa première victoire en carrière. Une grosse erreur, mais une erreur compréhensible car même Hamilton n'a pas voulu rentrer la première fois qu'on le lui a demandé. Même si Ricciardo fait 4e et Lando 7e, on a Sainz qui est 3e et il y a 25 ou 18 points à minima de perdu. Le différentiel fait très mal et à partir de ce moment-là, la fin de saison de McLaren va commencer à être un petit peu douteuse. En Turquie, Ferrari est largement meilleur et Ricciardo trop loin. Aux États-Unis, c'est au tour de Lando de galérer un peu pendant que les rouges sont 4e et 6e. Et au Mexique vient le coup de grâce. Lando doit partir dernier pour des pénalités moteurs. Daniel lui rate complètement son virage et les adversaires sont 5e et 6e. Ferrari reprend la 3e place pour 13,5 points et a avec elle la performance et la dynamique. Alors qu'une belle bataille s'annonce à Interlagos, Norris tasse Sainz au départ et se retrouve loin, tandis que Ricciardo abandonne alors qu'il était dans les points. Une unité inscrite contre 19, ça se creuse. Au Qatar, Ferrari marque 10 points sur un beau résultat d'ensemble, McLaren allait en prendre plus, mais Lando se tape une crevaison à quelques tours du but et termine derrière. Ricciardo lui a connu des problèmes d'essence de bout en bout et n'a pas pu exister. À Jeddah, l'Australien se reprend avec une belle 5e place, mais Norris s'est fait avoir par le drapeau rouge et Ferrari a encore marqué 10 points. En arrivant à Abu Dhabi, il y a 38,5 points de retard. C'est quasiment terminé. Norris prendra une belle 3e place en qualif avant de perdre quelques places en course et de se taper une nouvelle crevaison lente qui ruinera ses chances et l'emmènera un petit peu loin. Ricciardo lui était complètement aux fraises sur ce week-end-là. McLaren termine donc 4e finalement, assez loin de Ferrari, près de 50 points. Au classement pilote, Norris est 6e et notre ami Ricciardo est 8e. Le bilan de la saison de McLaren est donc contrasté, mais je serai moins dur que la vie générale. La première raison, c'est qu'il faut se rendre compte du niveau de la voiture entre Bahreïn et Sochi. On vient de raconter le passage de la saison, c'était complètement dingue. Je pense que McLaren a eu la 3e meilleure voiture sur une grande majorité de la saison. La deuxième raison, c'est que le résultat final est assombri par un Ricciardo qui a passé l'année comme un fantôme. S'il avait eu ne serait-ce que 75% du niveau de Norris, il n'y aurait sûrement pas eu de débat pour cette 3e place. Enfin, le 3e élément qui rend ce bilan extrêmement positif, c'est qu'ils ont largement progressé cette saison.
Ils ont perdu une place au classement, mais ils ont énormément gagné en performance. Ils ont mis Aston Martin, Alpine et AlphaTauri complètement dans le rétroviseur. Ajoutez à ça un doublé, une pole, 3 autres podiums. Oui, l'exercice 2021 de McLaren est une immense réussite. Il ne faut pas oublier les excellents moments et la réalité de la saison à cause d'une fin moins bonne et de quelques doutes. La fin de saison justement, parlons-en. Pour moi, Sochi est le tournant. À 3 tours près, il passe d'une deuxième victoire et à 40 points d'avance à seulement 17. À mon avis, ça a complètement miné leur morale. Ensuite, sur les 6 derniers Grands Prix, Ferrari a été meilleur, mais dans la globalité de la saison, comme expliqué avant, McLaren avait cette 3e place. Je rajoute aussi beaucoup de malchance entre Sochi et Abu Dhabi. McLaren a donc moins bien fini, mais n'a pas perdu la 3e place toute seule, ce n'est pas un choc. Selon moi, il ne mérite certainement pas l'écart de 50 points, qui est trop gros, c'est pas révélateur de la saison, et c'est même pas révélateur de la fin de saison. Pour moi, il y a largement plus de positifs que de négatifs dans la balance de la saison de McLaren, et la fin n'est pas aussi mauvaise que l'aspect comptable laisse entendre. 2021 reste une magnifique saison du côté de Woking, malgré quelques doutes qu'on abordera en conclusion. Côté pilote, on pourrait presque faire 2 vidéos tant Norris et Ricciardo ont été aux antipodes. 6,5e contre 9,6e en place moyenne en qualif, 15 à 7 dans l'exercice avec 3 dixièmes d'écart moyen, 21 Q3 atteintes pour Norris, c'est incroyable, contre seulement 7, 160 points contre 115, 16,5 contre 13,6 de moyenne générale, y a pas photo. Pour le jeune britannique, je crois que le résumé de la saison se suffit à lui-même, on en a parlé, il a fait une première partie de premier tiers de saison absolument incroyable. De Bahreïn à Sochi, il éclabousse la Formule 1 de son talent dans une proportion que personne n'aurait imaginé, rappelez-vous. Et même si elle est moins éclatante après Sochi, sa fin de saison reste très bonne, et s'il perd la 5e place, c'est uniquement à cause de beaucoup de malchance, de crevaisons au Qatar et à Abu Dhabi, la pénalité moteur à Mexico, le léger accident aux grosses conséquences au Brésil. En fait, les 5 points marqués sur cette période sont au final extrêmement valorisables. En fait, il faudrait limite procéder dans l'autre sens. Qu'est-ce qui n'a pas été ? C'était pas fou à Barcelone et Austin. C'était moyen à Bakou et Zandvoort, mais il sauve quand même de beaux résultats devant son coéquipier. Enfin, on peut parler d'une erreur à Spa, mais j'ai surtout envie de retenir l'impression phénoménale qu'il m'a laissée et le rythme potentiel qu'il avait. Et ben ça y est, c'est tout. On a trouvé tout ce qu'il y avait de négatif dans sa saison, c'est-à-dire presque rien. Lando est monté d'un cran après 2019 et 2020. Il me semble désormais appartenir, oui, à la catégorie des World Championship Material. Avec ce nouveau statut et les nombreux moments forts qu'il a offerts en 2021, il démarrera l'an prochain avec un nouveau rôle et beaucoup d'attentes. C'est déjà un tournant de sa carrière en fonction de la machine que lui fournit McLaren, il peut clairement devenir le next big thing et clairement il a fait une saison de dingue qu'on n'attendait pas aussi folle, il m'a complètement scotché. Ricciardo lui a produit l'effet complètement inverse, d'autant plus pour moi qu'il l'attendait comme le meilleur du midfield sur la lancée de son excellente saison 2020 chez Renault. On a évoqué le résumé de la saison et la comparaison face à Norris. Là aussi, je crois que ça dit tout, il n'y aura pas beaucoup d'arguments à apporter, on sera tous d'accord. Je dois quand même lui reconnaître d'avoir souvent réussi à inexplicablement sauver les meubles. 7e à Bahreïn, 6e à Imola, 6e en France, 5e à Silverstone, 4e en Russie, 5e à Austin, 5e à Jeddah et évidemment 1er à Monza. Pour un mec qui a parfois semblé en perdition totale, ses résultats sont excellents et l'empêchent de sombrer complètement. Malheureusement, sur l'ensemble de la saison, je ne peux pas le sauver. Ce que je lui reproche surtout, c'est de ne jamais avoir trouvé une solution durable et, ce faisant, avoir gâché le potentiel de la MCLM 35e et du coup d'avoir coûté la 3e place à son équipe. Il n'a pas arrêté d'avoir des retours en arrière. Dès qu'on pensait que ça allait mieux, il pouvait s'écrouler aussi vite. Sa fin de saison en est la preuve et me paraît assez inquiétante. 5 fois en dehors des points sur les 7 derniers Grands Prix, alors qu'il avait gagné à Monza et qu'il avait 20 courses d'expérience dans la voiture. Ça pose quand même des questions. Pour sa première saison chez Renault, on se rappelle qu'il nous avait déjà plutôt pas mal inquiété sur certains points, mais il avait vite balayé ça en refaisant une super bonne année 2020. Là, les questionnements reviennent de plus belle et pour l'instant, on est assez perplexe.
Le raté de Ricciardo en 2021 traduit-il des choses plus profondes? Est-ce que c'est inquiétant pour la suite? C'est la question avec laquelle il nous laisse durant cet hiver. Voilà donc où se trouve McLaren aujourd'hui. Des satisfactions très claires entre Norris et une progression qui a très largement continué cette saison, mais aussi des doutes avec Ricciardo pour qui ça n'a pas marché, et une fin de saison qui, même si elle est meilleure que ce qu'elle n'en a l'air, est le premier moment un petit peu négatif ou moyen de l'écurie depuis 3 ans. Les doutes sont venus un peu perturber l'environnement extrêmement positif et prometteur durement créé ces dernières années. Maintenant, la seule réponse à tout ça, c'est le niveau de la voiture en 2022. On va vite savoir si McLaren a fait tout ce long travail pour rien ou pas, et si les choix vont payer. La F1 peut être très rapide et très cruelle. Comme chaque soir, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis sur McLaren, sur l'avenir, sur Norris, sur Ricciardo. Est-ce que vous êtes inquiet pour le pilote australien? Au passage, pensez au like, au partage, à l'abonnement. Et voilà, on peut considérer qu'on aura tous fait notre taf. Allez, j'espère que la série vous plaît toujours. On attaque vraiment la toute dernière ligne droite. Et on se quitte avec Enzo Ferrari qui m'a déjà envoyé plusieurs lettres de menaces concernant la vidéo de demain. À demain, peut-être.